Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux, avec Renaud Chavannes. Alors Renaud, merci pour cette invitation. Et aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce salon, SoBD, ça existe depuis combien de temps et comment tu as eu l'idée de créer ça? SoBD existe depuis 9 ans, c'est donc la 9e édition, et il a été créé sur la base d'une exposition d'ouvrages consacrés à la bande dessinée. Donc c'était à l'origine un événement plutôt savant, joyeux, convivial, mais savant, consacré aux études sur la bande dessinée. Donc nous avions cette idée de faire également un prix qui récompense un ouvrage d'études sur la bande dessinée. Il se trouve que la revue Papier Nickelé avait déjà engagé un prix de ce type. Plutôt que de créer une nouvelle récompense qui aurait contribué à diluer le travail de sélection et à le rendre moins pertinent, nous avons préféré nous associer avec la revue et faire monter ensemble ce prix qui devient aujourd'hui une référence. Voilà, alors le salon aussi, puisque cette année, grande première, les auteurs en dédicace sont rémunérés. Je crois que c'est un des premiers salons qui ose cet acte politique quand même. Oui, alors nous avons imaginé, construit un montage financier en partenariat avec les éditeurs présents sur le salon qui permet, sur la base du volontariat, de rémunérer les auteurs. C'est-à-dire que le principe en est fort simple. À tous les éditeurs qui sont présents sur le salon, nous leur proposons d'ajouter une somme de 30 € si eux-mêmes mettent une somme de 30 € pour rémunérer une signature d'auteur. Autrement dit, une séance de dédicace par un auteur de bande dessinée, ça a rémunéré 60 €, 30 € apportés par l'éditeur et 30 par nous-mêmes. Voilà, donc là on a plein d'éditeurs, c'est plutôt d'éditions indépendantes. Combien d'éditeurs présents sur le salon à peu près? Il y a une soixantaine d'exposants, d'éditeurs de tailles différentes présents sur le salon. C'est plutôt de l'édition indépendante, avec des maisons comme ça et là, ici même, Cambourakis, et puis des maisons plus petites comme par exemple Lilatina cette année ou Alice Bata. On a des éditeurs français mais également étrangers. Nous avons une petite maison d'édition grecque qui est là. Nous avons la revue Toc Toc Mag qui est faite par des Égyptiens. Alice Bata est une petite maison qui se consacre à la littérature arabe. Enfin voilà, c'est un paysage relativement varié comme nous l'aimons. Alors peut-être dire la couleur particulière de cette année. On a Dominique Goblet qui fait ses très beaux sièges. Effectivement, là, on est vraiment dans l'écologie et dans le recyclable. Alors, le choix de Dominique pour l'expo cette année? Dominique Goblet, c'est un choix qui est fait par le comité de pilotage. Donc, le SoBD dispose d'un comité de pilotage d'une dizaine de personnalités du monde de la bande dessinée, représentatifs de différents métiers de la bande dessinée. Ce comité prend un certain nombre de choix. Cette année, nous avons choisi Dominique Goblet, qui est une artiste à cheval sur les arts plastiques et sur la bande dessinée, avec un travail difficile mais absolument splendide, des créations remarquables, une ampleur du spectre graphique extrêmement large et je dirais une installation du narratif permanente, y compris dans des choses qui ne sont pas nécessairement de la bande dessinée. Voilà, c'est là. Et alors la tonalité particulière avec une expo hors les murs dédiée à la Pologne, donc tu es très proche de la Pologne, je crois aussi. Là, je suis très proche d'une toute petite partie de la Pologne, mais qui a une grande importance pour moi. Et donc tous les ans, nous faisons découvrir la littérature dessinée d'un autre pays. Cette année, notre choix s'est arrêté sur la Pologne et nous avons 2 expositions. Donc une très belle exposition avec des artistes contemporains, mais également une exposition patrimoniale exceptionnelle montée entièrement à partir d'une collection privée qui a déjà été présentée en 2018 au Musée national de Cracovie. Donc on a encore la possibilité de voir jusqu'à demain, dimanche 8 décembre, cette exposition et je recommande, c'est une occasion unique qui ne se reproduira pas de sitôt. Ouais. Et enfin, nous terminerons avec un retour de la Transgalerie. Cette année, nous avons sur le salon une très très belle exposition de la Transgalerie qui s'intitule SoBook, avec des livres transformés. Nous aurons une poursuite de cette expérience à la fin du mois de janvier avec So Solo, une série de travaux individuels, de mini-fiacs individuels qui vont se côtoyer dans cette exposition de la fin janvier. Alors Transgalerie, c'est pour Transmédia du coup, c'est ça? Transgalerie parce que c'est une galerie de plasticiens mais qui traverse les différents genres que nous installons au milieu d'un salon de la bande dessinée parce que nous pensons, et nous en faisons la démonstration avec une artiste comme Dominique Goblet, que toutes ces disciplines sont extrêmement poreuses, qu'on a tendance à les catégoriser dans des registres différents, mais c'est parce que c'est plus commode. La réalité, c'est que les artistes qui produisent, eux, ne catégorisent pas, s'arrêtent sur des choses qui les attirent, qui les intéressent, qui les touchent et qu'ils créent à partir de toutes ces bases. Donc la Transgalerie, c'est l'installation de l'art contemporain plastique dans la bande dessinée parce que ces disciplines se communiquent les unes avec les autres.
Voilà, merci pour cet étonnant festival. Un site internet où on peut se tenir au courant, je crois. sobd.fr ou cette année sobd2019.com où vous pourrez retrouver l'ensemble de la programmation et puis bien sûr la page Facebook où nous envoyons des informations au fil de l'eau. Nous sommes avec Dominique Goblet, l'invité principal du SOBD. Alors Dominique, autrice de bande dessinée mais aussi plasticienne. Là vous êtes en train de signer l'affiche du salon. Alors sur cette affiche, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette belle affiche du salon 2019 ? J'avais envie de faire quelque chose autour du plaisir de lire, un plaisir qui serait tellement hypnotique qu'on passe à côté de quelque chose un peu spectaculaire qui pourrait se passer. On est complètement pris dans sa lecture et voilà, il y a une voiture qui flambe et on est pris et on en oublie tout. Alors vous, quelles sont les lectures qui nourrissent votre travail de plasticienne et d'autrice aujourd'hui ? Les lectures spécifiquement, moi je suis pas une énorme lectrice de bande dessinée et d'ailleurs toutes les nourritures qui viennent un peu enrichir mon vocabulaire d'autrice, elle se situe plutôt hors du champ de la bande dessinée. Donc, et j'ai toujours fait ça. À la base, j'ai fait des études d'illustration et au sortir des études, j'étais beaucoup plus inspirée par la peinture ou le dessin, mais dans le cadre de l'art contemporain, la photo, le cinéma. Et finalement, je me réjouissais de n'avoir pas un passé historique, une hérédité au niveau de ce champ d'expression, parce que de cette manière-là, on est obligé d'inventer. Et voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler le médium en tant qu'expérience et en jouant avec ses spécificités propres, qui sont des spécificités d'écriture. Puisque le dessin, évidemment, il sert au récit, il sert à l'histoire. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'écriture, comme elle fait partie de l'image, elle devient elle-même dessin. Cette porosité entre ces deux médiums, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la spécificité de la bande dessinée. C'est avec ça que je joue. Alors, pour ceux qui voudraient découvrir votre travail, vous êtes édité chez quel éditeur principalement du coup ? Alors, je travaille depuis 25 ans avec un éditeur belge qui s'appelle Frémoc, et qui pour moi comparable vraiment à la Rolls-Royce de l'édition. Ce sont vraiment des gens qui depuis toujours ont un questionnement autour de la bande dessinée proche du questionnement qu'il y a eu au niveau des arts plastiques. Et c'est vraiment aussi des gens qui ont un point de vue sur l'objet livre comme le développement spécifique à un ouvrage et pas c'est pas l'ouvrage qui rentre dans un format, c'est vraiment le format qui vient s'adapter à la spécificité du travail. Et puis alors après, j'ai travaillé aussi avec l'association, avec qui j'ai développé un pan de mon travail qui est plus lié à l'autobiographie, au récit peut-être un peu plus linéaire que ce que je fais chez Frémoc. Mais en même temps, j'ai aussi publié un travail très plastique qui est un gros ouvrage de double portrait avec ma fille, où on s'est dessiné l'une l'autre à raison d'une fois par semaine pendant 10 ans. Donc c'est un récit, c'est autobiographique, mais c'est silencieux, c'est très méditatif. Voilà. Alors pour ceux qui voudraient voir toute votre production, vous avez sur le net, vous êtes présente, il y a quelque chose où on peut vous suivre Moi je suis très active sur Facebook, un peu moins sur Instagram. J'ai un compte Instagram mais je ne l'utilise pas énormément. Voilà. C'est plus, mon actu elle est plus sur Facebook principalement. Voilà, merci Dominique. Je vous en prie. Top. Donc nous sommes toujours sur le SOBD avec Florian Ruby qui fait partie du comité de pilotage de SOBD. Alors Florian, cette année, un pays invité, comme il est de tradition, la Pologne. Pourquoi ce choix du coup ?
Eh bien, chaque année, nous changeons et nous avons la volonté de faire découvrir de grands pays, mais moins connus dans la zone francophone, de la bande dessinée. Et la Pologne aussi, c'est par affinité culturelle, puisque notamment un des autres fondateurs du salon et le directeur du salon, Renaud Chavannes, a des attaches avec la Pologne, c'est mon cas également. Donc c'est une forme de bande dessinée que nous connaissions déjà au préalable. Et nous avions envie de la faire partager. Voilà. Alors avec une expo hors les murs, je crois, hein, dans une bibliothèque. Oui, donc à la bibliothèque polonaise de Paris, où il y a une partie d'une grande exposition patrimoniale qui a été présentée en Pologne. Et donc nous avons pu voir quand même des publications rares et quelques pièces qu'on n'a pas trop l'occasion de voir en France concernant la bande dessinée polonaise, et donc complémentaire de l'exposition que nous présentons ici et qui se focalise plus précisément sur les invités polonais que nous avons sur le salon. Voilà, et donc là, dans cette partie du salon, on a plutôt les Polonais contemporains, c'est ça, si on peut... Voilà, que nous avons reçus donc sur le salon, contemporains et des gens qui sont déjà des maîtres de la bande dessinée polonaise. Ici, nous avons des planches de Berenika, Kolomicza, qui a travaillé avec déjà en France avec l'auteur de Marzi, qui a été publié chez Dupuis, qui est également polonaise et qui vit en Belgique, donc Marjena Sowa, qui a travaillé avec Sylvain Savoya par ailleurs. Et donc là, c'est une bande dessinée qui s'intéresse aux enfants, enfin qui est dédiée aux enfants plus exactement, mais qui n'en aborde pas moins des sujets qui peuvent parfois être difficiles et qui les traite avec plein de subtilité et de tendresse. Et on voit la couleur directe, donc Berenika pratique l'aquarelle. Et là, on en a un magnifique exemple ici avec sa bande dessinée animalière, donc qui met en scène un renard et un sanglier, donc deux animaux sympathiques qui vivent à l'ombre d'un pommier qui leur sert de refuge et qui vivent plein d'aventures avant de retourner sous les feuilles protectrices de leur cher pommier. Donc voici des bandes dessinées de Tadeusz Baranowski, qui est un autre de nos invités, et un grand maître de la bande dessinée polonaise, avec vraiment ses idiosyncrasies, son humour particulier, et on voit son graphisme particulier également. Et donc c'est quelqu'un qui a marqué pendant de longues années la bande dessinée polonaise de son sceau, avant de se tourner maintenant vers la peinture abstraite. Et bien là, nous avons un autre invité du salon, donc Przemysław Truszczyński, dit Trust. Donc c'est un auteur de Łódź, donc Łódź, donc qui est une ville connue pour son école du cinéma, mais qui est aussi un grand festival. Et en même temps, donc maintenant bientôt un grand musée de la bande dessinée. Et donc il a fait partie d'un groupe artistique, Contour, très lié donc au festival de Łódź, et il a été très souvent primé. Il est capable d'avoir des registres très différents, même s'il peut, outre la bande dessinée d'auteur, aborder aborder des registres plus populaires, comme ici, avec un essai sur la fameuse licence du Witcher, le sorceleur. Eh bien, donc, nous sommes sur le stand des éditeurs polonais au SoBD 2019, donc le pays invité étant la Pologne. Donc, nous avons là donc des classiques, dirons-nous, de la bande dessinée polonaise. Donc avec des fascicules de l'époque communiste, où a par exemple débuté un auteur aussi prestigieux que Grzegorz Rosinski, donc l'auteur de Torgal, ou Hans. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, la bande dessinée de genre, notamment la science-fiction ou la fantasy, était très à la mode en Pologne. Surtout, c'était un moyen d'évasion et aussi ça permettait une certaine distance par rapport à la chape de plomb que vivait la société sous le système soviétique, et donc même des possibilités de temps en temps de critique politique. Et donc, on a quelques exemples
ici, par exemple, voilà, ceci. Donc ce sont les aventures d'un capitaine de la milice, donc la police de l'époque. Donc c'est le même auteur que nous retrouvons ici, le même dessinateur, Bogusław Polch, qui a un style assez proche donc aussi de Rosinski, même si ça ne se voit pas, ce sont ses premiers travaux. Il faut savoir quand même c'est un auteur qui a dessiné l'équivalent de 25 albums, qui a vendu plus de 5 millions d'exemplaires de ses œuvres. Donc c'est un nom qui, comme Rosinski, compte, mais en Pologne. Et donc il a fait la première adaptation à bande dessinée d'une licence qui maintenant commence à devenir célébrissime, celle du sorceleur, le Witcher, et donc qui va être adaptée par donc Netflix en série télévisée. Il faut savoir que la Pologne est aussi un grand pays du jeu vidéo, donc le jeu a beaucoup contribué au succès de la licence. Donc, voilà. Et voilà, une autre facette de Polch, c'est la science-fiction, et il s'est rendu célèbre aussi pour les séries de science-fiction qu'il a dessinées. Donc il y a, voici celle-ci en particulier, Funky Koval, qui est une sorte, dirons-nous, de mix, même si c'était à l'époque communiste, de Valérian, un mélange entre Valérian et Laureline, puisqu'il y a Brenda qui est sa Laureline, et qui, pour information, est en fait modelée pour le physique sur la femme du dessinateur, Polch, sauf qu'il la dessine en brune et qu'elle était blonde. Et en même temps, c'est aussi, il y a une influence d'Alex Raymond, il y a enfin, le supérieur du protagoniste est une sorte de professeur Zarkov. Et ça, on trouve plein de références, et c'est amusant, américaine, même à une époque, dans les années 80, où on est encore sous régime communiste. Donc voilà. Ici, nous avons une version française donc, de la série Kaiko et Kokosch. Donc c'est une série de Krista, qui est un grand aussi auteur du nord de la Pologne. Donc il a vécu, Janusz Krista, il a vécu donc la majorité de sa vie, même s'il est né à Vilnius, il a vécu la majorité de sa vie à 10 km de Gdansk, donc le grand port de la Baltique au nord de la Pologne. Et donc c'est une de ces séries, et dès la première page, là quand même, on peut percevoir l'influence un peu d'Astérix et Obélix, mais c'est réaccommodé à la sauce de l'histoire polonaise. Donc on a deux guerriers slaves au début de la période des rois Piast en Pologne, avec des avatars des chevaliers teutoniques comme ennemis. Donc voilà, on reconnaît le village, du village gaulois. Donc voilà, et c'est un mélange à la fois d'humour, de fantasy, puisque il y a des créatures magiques, etc., des sorciers, etc. Et donc un cocktail à la sauce polonaise. Il faut savoir que les Slaves, comme on vient de le voir déjà, prisent beaucoup la fantasy, la science-fiction et ce genre de choses. C'est la même chose pour les Russes, hein, d'ailleurs. Donc toujours la volonté d'évasion, surtout sous la férule communiste, on avait envie de s'évader. Donc alors pour ceux qui ont envie d'en connaître un peu plus sur cette BD polonaise un peu méconnue, qu'est-ce que vous nous conseilleriez en lecture? Eh bien maintenant nous avons la chance d'avoir un ouvrage de référence en français par des spécialistes polonais sur la question. Donc l'ouvrage édité par PLG, donc en collaboration avec le SoBD, donc notre salon. Et donc vous en découvrirez plus sur l'histoire de la bande dessinée polonaise. Rien que sur la couverture, vous avez un aperçu de quelques fleurons de cette bande dessinée. Donc Bébête le bouc, mais pas si bébête que ça. Donc le héros des enfants polonais des années 30 et 40. Des personnages de Krista que nous avons évoqués précédemment. Janusz Krista. Une bande dessinée de science-fiction que nous avons vue également de Polch. Et ça c'est du Rosinski, donc une série pas très connue ici sur un pilote d'hélicoptère, et d'autres personnages que vous découvrirez à l'intérieur avec main détail sur l'histoire de la bande dessinée polonaise qui commence en 1859, figurez-vous. Qui n'est toujours pas fini. Hein. Ah ben, il manquerait plus que ça qu'elle soit finie. Et donc est-ce que l'an prochain on va voyager dans quel pays? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce que vous avez déjà non, il est encore trop tôt. C'est trop tôt pour l'annoncer, mais pour le 10e anniversaire
l'anniversaire du salon, nous allons marquer le coup. Nous y travaillons. Bon, ça va être un Et ça va puis, être- non. Et puis toujours, ça sera un voyage intéressant à la découverte d'une bande dessinée étrangère, pas trop connue dans le milieu francophone. Merci. Bien, toujours au salon SoBD 2019. Nous sommes sur un stand un peu étonnant, avec plein d'images un peu étonnantes, des images du patrimoine avec Yves Frémion. Bonjour. Bonjour Monsieur Frémion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette revue papier nickelé, référence au pied nickelé Dites-nous tout. Alors, d'abord, tu devrais le savoir. Mais non, mais je suis pas censé le savoir. On n'est pas censé se connaître. Merde. Oh putain. Donc, c'est la revue Bon. de l'image populaire. Bande Oui. dessinée, illustration, affiches, dessins de presse, imagerie populaire, gravure et tout ça. Voilà. Ça dure depuis 16 ans. 62 numéros. On peut acheter en permanence puisqu'on les réimprime quand ils s'épuisent. D'accord. Alors, quel est au niveau éditorial, parce que vous êtes l'éditorialiste principal de cette revue, qu'est-ce qui guide les choix et comment vous trouvez vos collaborateurs? Parce que je crois qu'il y a vraiment l'idée de donner une image un peu mondiale de tout ça. Oui, alors on a des correspondants dans 30 pays, mais on a aussi beaucoup de collaborateurs sur place, enfin si je peux dire. C'est la revue la plus ouverte du monde. Si vous voulez écrire dedans, écrivez dedans. Après, il faut que ce soit quand même pas trop mal écrit, que ce soit intelligent, que ça parle des dessinateurs, des revues, des... Alors, sous un angle particulier quand même, il y a quand même un... Ouais, l'angle, il faut que ce soit du dessin imprimé sur du papier. Et aussi que ça soit trouvé, pour parler d'un auteur, un angle un peu inédit, quoi. Hein, Ben c'est voilà, ça l'idée. si c'est pour répéter ce qu'on lit sur Ouais. Wikipédia, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. Et du coup, alors qu'est-ce que fait Papier Nickelé? Quelle est l'alliance? Il y a un prix Papier Nickelé SoBD. Alors pourquoi cette alliance avec ce joli salon? Ben parce que le salon, on voulait décerner un prix et on les a grillés d'un an parce que nous, on l'a décerné avant au meilleur ouvrage sur la bande dessinée. Donc évidemment, quand ils ont vu ça, on a discuté et puis on a décidé de fusionner en fait nos projets. Et dès le deuxième prix, c'est devenu le prix Papier Nickelé SoBD, puisqu'on dessert au SoBD avec les amis du SoBD. Voilà. Alors pour les gens qui n'avaient pas la chance d'être présents ce week-end, comment se procurer cette jolie revue? Eh bien, il y a un site internet par lequel on peut se procurer les numéros et s'abonner. Il y a aussi une page Facebook, il y a aussi une télé sur YouTube qui nous montre des images comme celles qu'on est en train de faire. Il y a aussi la possibilité de nous trouver dans les librairies de bande dessinée, à condition que cette librairie ait eu l'intelligence de prendre des revues qui sont diffusées par Macassar. Voilà. Voilà, appel à toutes les librairies qui ne connaissent pas Papier Nickelé ou à tous les gens qui ne connaissent pas. Ben, ils perdent de l'argent, c'est Ben oui, et voilà. Donc gagnez de l'argent et puis cultivez-vous. Voilà. Merci. Merci à vous. Donc SoBD, nous sommes sur un stand d'un éditeur, Frédéric Bosseur. Bonjour. Bonjour. Alors tu présentes plusieurs albums, des albums sur Black et Mortimer, mais ton actualité c'est, je crois qu'il y a 3 revues sur l'illustration et la bande dessinée. Alors peut-être présente-nous. Alors, en gros, moi j'ai dit 3 revues. La Voilà. première, c'est l'Immanquable. Bon, là, on n'a plus qu'un exemplaire avec un hors-série avec nous, qui est une revue de prépublication et surtout de prépublication de bande dessinée à l'histoire un peu comme, on va dire, à suivre, glaciale, sauf que c'est l'histoire qui suit. La deuxième revue que je dirige, c'est la revue DBD. Voilà, alors le dernier numéro, c'est celui-là. Avec le retour de Lon Swan, c'est Voilà, ça? avec une grande interview de Dimitri Avranoglu et Caso. Voilà, donc ça c'est 10 numéros par an, donc 2 doubles. Donc là c'est le double de décembre-janvier. Avec toujours des numéros spéciaux, je crois que tu avais à On une fait époque des sur les numéros auteurs. en série, voilà, on a fait Black et Mortimer, Black et Mortimer, voilà, des érotiques, des bilans annuels, Rome, qui est là aussi. Donc à chaque fois on en fait un, et là on est en train de travailler sur un artbook sur Tristan. Pas artbook, plus une monographie sur Tristan, avec l'édition correcte. Et en lien avec le prix qu'il a à Angoulême aussi, voilà, pour Angoulême. Exactement. Bon timing. Voilà. Et ouais, on est comme ça, on est des rois du timing. Il faut. Alors et après celui-là la dernière revue qui est les arts dessinés, qui est une revue sur le dessin de manière générale, qui parle de bande dessinée, illustrateur, livre pour enfants, caricature, dessin de presse, enfin voilà, il y a tout. Donc là du coup le principe c'est tout ce qui à partir du dessin vient de là. Donc, on va voir des artistes qui utilisent le dessin pour devenir, faire des costumes, pour faire de la peinture, pour faire de l'illustration. Donc voilà, ça englobe tout ça et c'est un trimestriel dont le prochain sort la semaine prochaine, enfin le 19 pour être précis.
Et il y aura Jean-Marc Rochette qui fera la couverture et on fera un petit vernissage chez Maguen le 19. D'accord, donc tu travailles avec des gens qui te font des dessins originaux à chaque fois Non, pour la couverture, on fait un dessin original en général. Mais après, dans l'intérieur, on va avoir des gens, des architectes, des auteurs de BD. Donc là, ils nous donnent le matériel qui est. On essaie de se coller à l'actualité, mais c'est pas obligé. Bien sûr, ouais. Et donc l'idée, c'est de donner un avant-goût de ce qui peut se faire en dessin de manière très didactique. On n'est pas une revue spécialisée pointue, des revues d'études. On est plus de l'entretien, des portraits. Donc un côté un peu plus grand public, on va dire, qu'une revue normale. Alors ta présence au SoBD, c'est régulier je crois, hein. Pourquoi ce salon plus que d'autres salons? C'est vrai que c'est un peu un salon d'amateurs de BD, donc on est quand même dans le cœur de la cible. C'est vrai qu'on a fait dans le temps des Angoulême et compagnie, où là on est plus dans du très grand public. Là, c'est vrai qu'on est plus quand même des gens qui s'intéressent à la bande dessinée, donc c'est bien d'être présent, de montrer ce qu'on fait et éventuellement trouver de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas. C'est difficile aujourd'hui de tenir, notamment pré-publication. Il y a peu de livres qui tiennent aujourd'hui. Il y a encore Spirou qui fonctionne un peu. Comment tu arrives à gérer les 3 revues du coup, après, Spirou reste quand même du groupe Mediatoon, donc après une certaine catégorie de personnes. C'est vrai que je ne vais pas faire de Johan Vellman Super Groom parce qu'elle va déjà apparaître dans Spirou. C'est vrai qu'avant il y avait aussi le deuxième blocage qui était Landfeust, où des fois il y avait des séries qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on a quasiment tous les catalogues possibles et imaginables, tous les éditeurs, on peut piocher. Après, le compliqué, c'est plus le nombre de pages. C'est vrai qu'on est passé beaucoup dans du roman graphique ou du 120 pages, et nous, c'est que ça dépasse 60 pages, ça commence à être compliqué d'être prépublié en 3 fois. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est peut-être pour les gens qui veulent connaître, c'est les grands entretiens avec les auteurs. Ça reste. Des BD, ça. Des BD, ça reste une marque de fabrique. Les BD, pour moi, je trouve que c'est un peu le studio magazine de la BD. C'est vraiment quelque chose de quali, une belle maquette, des beaux visuels, et puis après, des entretiens de personnes. Alors surtout que tu as un beau panel d'interviews. Alors pour les gens qui voudraient se procurer les anciens numéros, est-ce que c'est toujours possible? Par le site, ouais. Tu peux nous donner peut-être le site du coup? www.dbdmag.fr. Voilà, merci. Pas de souci. Bien, alors toujours au salon SoBD, nous sommes sur le stand des éditions de Huibou avec Marc de Belgique. Bonjour Marc. Alors tu viens ici depuis combien de temps du coup? C'est la 4e fois que je viens, donc ça fait 5 ans, j'ai raté une année. Donc... Alors qu'est-ce qui fait que tu choisis ce salon parisien plutôt que d'autres salons français? Pour aller au-devant du public, pas se contenter uniquement d'internet, pas se contenter uniquement d'eBay, pas se contenter uniquement de Facebook, mais d'aller au-devant du client et de rencontrer le client, le lecteur, le lecteur, le passionné, le collectionneur, tous ces gens-là. Alors, ce qui est très chouette, c'est qu'au-delà des bandes dessinées de patrimoine que tu proposes à des prix très très corrects, parce que 10 € la BD de collection, ça va, et 5 € pour d'autres, tu régulièrement réédites des livres de patrimoine. Tu peux nous en dire un petit mot, du coup? On a édité donc jusqu'à présent, ça fait 20 ans qu'on existe. Oui, il y a tout ça derrière là. Vous avez un petit peu tout ce qu'on a édité. Panel. Ouais. Et en gros, dans notre catalogue, on a environ 200 albums, donc principalement avec des auteurs comme Funken, comme Paul de Liège, comme Jean Torton qui est présent et qui dédicace actuellement, avec des gens comme Gérald Forton, avec des gens comme Dino Attanasio, Etipa, Albert Wenberg, donc vraiment l'école de la bande dessinée belge, mais juste après Hergé. Donc certains ont démarré dans les années 50 principalement, les auteurs avec qui je travaille ont démarré principalement dans les années 50 dans le journal Tintin, ont collaboré pour certains avec Hergé, dont Jean Torton. Et voilà, donc on va rechercher des récits parus dans Tintin, dans Spirou, mais principalement Tintin. Et on les remet au goût du jour sous forme d'album. Voilà, on peut regarder peut-être un exemple avec l'album, donc très belle dédicace de Jean. Et alors là, c'est des récits sur les Indiens, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ici, on a des récits parus dans les années, on voit ici 67, 66 et 1981. Et cet album est consacré quasi dans l'entièreté aux Indiens, effectivement. Donc avec, il y a un récit en 10 planches. Et au niveau de la couleur, tu as besoin de refaire des... Non, on ne refait pas les couleurs, on scanne et on retravaille les scans. Les scans, d'accord. Faire des couleurs pour... on est quand même dans des tirages, ici on parle de 400 exemplaires. Oui, donc, d'accord. Fatalement, on ne sait pas faire la couleur pour 400 exemplaires. Ce serait au niveau budget, si on devrait le répercuter sur l'acheteur, ce serait beaucoup trop cher. Voilà. Donc on retravaille les couleurs et à la limite,
on garde des couleurs avec un petit côté nostalgique. Voilà, pour les gens qui disaient Tintin à l'époque. Voilà, il suffit de scanner, retravailler et on peut arriver à un résultat tout à fait correct. Ce serait mieux de refaire les couleurs, mais c'est beaucoup trop cher. Également, un peu de rédactionnel. Le rédactionnel avec les Indiens à l'époque, au nord, au sud. Oui, il y a toute la dimension pédagogique de Tintin qui était l'idée de une obligation pédagogique. C'est ça, de transmettre. C'était voulu. C'était voulu. Voilà. Le ministère de l'Éducation nationale obligeait les magazines pour la jeunesse. Et pas de femmes à poil en général. Non, heureusement. Voilà. Et donc c'était toujours ou bien une histoire vraie, un fait réel, ou un personnage historique qui était mis en BD. En général, c'était quelques planches, donc en moyenne 4 planches. Parfois, ça pouvait monter jusqu'à 8-10 planches, mais en général, c'était 4 planches. Et en 4 planches, on racontait la vie d'un héros, d'un personnage connu, un personnage historique, ou d'un fait historique. Donc c'était le but. Oui, donc ça reste toujours intéressant parce que c'est toujours pour les amateurs d'histoire et d'univers, c'est très chouette. Ouais. D'accord. Alors les gens qui voudraient se procurer ces ouvrages, comment faire du coup, ils viennent nous rencontrer sur les foires, comme ici. Par exemple, d'autres foires que tu... D'autres foires, il y a le Festival de Bruxelles, qui se passe très bien. En septembre qui monte de plus en plus, qui fait 100 000 visiteurs. Ah oui, c'est énorme. Et l'entrée est gratuite, très important. Venez à Bruxelles, Tour et Taxi l'an prochain, je crois. Tour et Taxi, ça va changer. Avec je fais la promotion parce que quelque part, c'est réellement une fête. Ça se passe autant sous chapiteau que dans la ville. Il y a une balloon parade, il y a des ancêtres, donc un rallye automobile avec des véhicules ancêtres et des gens déguisés par rapport aux personnages de bande dessinée. Il y a toute une série d'animations qui se fait autour du festival. C'est vraiment une fête, c'est familial, c'est très familial et l'entrée est gratuite, c'est très important, ça je trouve. Donc c'est un festival qui monte. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes près du centre belge de la bande dessinée, vous êtes dans Bruxelles, vous pouvez visiter Bruxelles en même temps. Enfin bref, il y a des expositions. Je dirais que ça se rapproche d'Angoulême, mais plus populaire, plus une fête. Ça c'est mon avis à moi, voilà. Sans dénigrer Angoulême, Angoulême a sa place naturellement. Et sinon, on essaye d'aller à Angoulême de temps en temps. On n'y va pas systématiquement tous les ans parce que malheureusement c'est cher. Et sinon, il y a Paris, qu'est-ce qu'on fait encore ? Il y a Conterre au Luxembourg, un petit village qui pendant 2 jours vit à l'heure de la BD. Aussi, tout se passe dans les rues, ça se passe en plein été. Des animations, c'est vraiment très bien. Donc on va au devant du public, ça c'est une chose. Et toujours avec un ou deux auteurs à chaque fois qui dédicacent. On essaie toujours d'avoir 1-2 auteurs sur le stade, effectivement. Et alors aussi le côté internet, on vend sur eBay, on a une page Facebook. Alors n'hésite pas à donner les informations pour... Page Facebook, c'est Édition Hibou, tout simplement. Voilà. C'est simple. Et notre site internet Édition Hibou ou bdfh.com. Et par contre, au niveau on a une boutique qui tourne via un site de vente eBay qui est connu, où il y a notre catalogue. Et donc, si on veut se procurer nos albums, c'est tout à fait faisable directement en s'adressant à nous, ou éventuellement via, les bons spécialistes BD qui suivent notre production. Voilà, merci Marc, à bientôt. À bientôt, merci. Nous sommes sur le stand d'un éditeur indépendant Delirium. Bonjour Laurent Lerner. Bonjour. Alors Laurent, tu es très fidèle à SoBD, je crois. Tout à fait, alors depuis combien de temps ? Je crois que ça fait 5 ans maintenant, je viens tous les ans. Voilà. Et chaque année, c'est un rendez-vous que je tiens avec plaisir. Alors, tu as été très très sollicité l'an dernier avec Richard Corben, Grand Prix d'Angoulême, on le voit derrière. C'est quelque chose qui est central dans ton catalogue, mais pas que. Alors peut-être tes rapports avec Corben en 2 mots, vous êtes toujours en lien pour des rééditions, c'est ça ? Oui, d'ailleurs on a commencé à rééditer. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Les Mondes Mutants. Voilà, qui est sorti le mois dernier. D'accord. Qui est le premier grand classique qui veut bien rééditer. Et voilà, alors après, on avait des nouveautés, je crois, c'est ça ? Voilà, là, ces 4-là sont ses 4 derniers livres. Et là, voilà, ce sont ses premiers travaux autopubliés, qui sont dans les magazines cultes, Creepy et Eerie.
magazine fondateur indépendant américain. Voilà, donc Richard, tu l'as déjà rencontré personnellement? Jamais. Jamais. J'espère le rencontrer un jour quand même. Et oui, c'est alors... vrai qu'on échange régulièrement et il est très content du travail qu'on fait ensemble. Donc, et oui, parce que c'est bon signe, peut-être Den bientôt, non? On croise les doigts. Hein, parce que ça, c'est le grand manquant de la... Ce serait super, mais ça, si un jour il le souhaite, voilà. Évidemment, je serais heureux de le faire. Bien sûr. Et alors, quelle est ta ligne éditoriale au niveau de Delirium, en dehors de Corben? Comment tu choisis tes ouvrages? Alors, quel est ton Je suis vraiment sur la axe? bande dessinée anglo-saxonne, anglaise et américaine. Des classiques anglais, des classiques américains. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des œuvres qui sont... fondatrice, on va dire, soit dans la culture de la BD indépendante, soit dans des références fantastiques, littéraires, classiques ou cinématographiques, comme par exemple les travaux de Richard Corben, on en parlait à l'instant, qui est très influencé par les pulps, par Lovecraft, par les films, les classiques Universal, les films de la Hammer, etc. Pour la BD anglaise, on est vraiment sur des registres aussi variés, mais toujours dans de la bande dessinée de genre. C'est toujours de la science-fiction, du fantastique, de l'épouvante. Alors je vois du Tarzan là quand même. Tout à fait. Donc ça c'est de l'intégrale de Kubert. Exactement. Waouh, c'est parti pour combien de tomes là avec cette aventure? Deux volumes, il y a tout là. D'accord. Tout ce qu'il a écrit et dessiné. Et dessiné. Il a écrit d'autres histoires, mais moi je voulais vraiment celle qu'il avait écrite et dessinée. Alors continuons le tour de stand. Voilà. Là on a Nemesis qui est une nouveauté, je crois qu'on a parlé un peu de... un des grands classiques du magazine anglais de Milady, qui était un magazine dans l'esprit Métal Hurlant, qui a été créé en 1977 en Angleterre, et qui a lancé tout un tas de grands auteurs qui sont allés dynamiter le marché américain après, comme Alan Moore, comme... Donc tout en noir et blanc, très beau noir et blanc effectivement. Et là on a l'intégralité du travail. On a en gros, c'est une intégrale qui sera en 3 volumes. 3 volumes quand même, oui. Et là ce sont des histoires complètes, bien sûr, merveilleusement illustrées par Kevin O'Neill, donc le dessinateur de la Ligue Gentlemen Extraordinaire, et écrite donc par Pat Mills, qui est un des plus grands scénaristes anglais depuis bientôt 50 ans. Voilà, alors du coup on te voit aussi à Angoulême, je crois tous les ans quand même, tu es présent sur ce gros festival. Et donc tes livres sont bien diffusés je crois maintenant. Oui, bien sûr, ils sont partout. On peut les trouver à la FNAC, exactement. Et puis voilà. Dans tous les grands réseaux. Mais malheureusement pas d'auteur en dédicace parce que la plupart de tes éditeurs, c'est pas évident d'avoir des Américains. Du coup, par exemple, tous les grands classiques, ils sont plus tout le monde, oui. La grande majorité. Richard Corben, lui, est vraiment... travaille dans son coin. Oui, il fait plus de dédicaces depuis très longtemps. C'est ça. Voilà, c'est pareil pour les auteurs anglais. Là, on parle de magazines qui ont été lancés dans les années 70. Il y en a beaucoup qui sont à la retraite ou qui ne sont plus avec nous, malheureusement. Donc voilà. Par contre, on continue à montrer leur travail qui très souvent est méconnu en France. C'est un travail de patrimoine. Il y a une sélection Angoulême cette année, je crois, en plus. Tout à fait, c'est le Corben. Pour le Corben, voilà. Donc c'est un... Il faut encore travailler pour pouvoir faire découvrir les classiques de la bande dessinée anglaise. Parce que curieusement, les auteurs anglais, comme Alan Moore, sont très connus une fois qu'ils ont fait carrière aux États-Unis. Voilà. Donc tout ce qu'ils ont fait auparavant en Angleterre, c'est souvent ignoré, alors qu'il y a des merveilles qui sont souvent en plus totalement libres sur le plan créatif et du dessin et de l'écriture. Voilà, donc tu as encore un gros chantier devant toi pour les prochaines années. Voilà. Absolument, et c'est un plaisir. Super. Pour les gens qui voudraient connaître un peu ton actualité, site internet, du coup, on peut voir tout ça. C'est www.labeldelirium.com. Voilà, et au Festival d'Angoulême et au SoBD tous les ans pour ceux qui sont. Merci Laurent. Merci. BD avec Karali, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des grands fondateurs de Psychopathe, là, une revue très très connue qui s'est arrêtée. Le fondateur. Cette revue n'existe plus, je crois, malheureusement. On a arrêté au mois de janvier dernier, 2019, donc il y a quelques mois. Voilà, combien de numéros 314. D'accord. On les trouve encore, je crois, si on semble-t-il. Oui, on peut les commander chez moi, enfin chez nous, parce que la boîte d'édition existe encore. Okay. Mais le journal ne paraît plus, mais on a un mail, zebu5@wanadoo.fr, et on commande les anciens numéros. D'accord, alors on montrera un petit peu, vous avez toute une stratégie d'auto-édition. Alors, quelle est votre ligne éditoriale? Qu'est-ce que vous êtes toujours dans l'humour un peu décalé? C'est l'humour, oui. Ouais, toujours. Hein, ouais. J'ai deux séries. J'ai une série qui s'appelle Colossal Rigolade, ce sont des blagues qu'on me raconte, que je trouve un peu partout, que je mets en scène, que je mets en BD. Et c'est ludique, c'est rigolo, ça me fait travailler le dessin, et j'adore ça. Et puis une autre série qui s'appelle Odeur de brûlé. C'est autobiographique, je raconte
mon enfance, ma vie, mon adolescence, mes conneries, mes galères, mes rencontres avec des gens formidables, des bons moments, des mauvais moments, la vie, quoi. D'accord. Odeur de brûlé, ça s'appelle. Et c'est vachement bien, intéressant. On trouve ça, alors du coup, en dehors du salon SoBD, c'est comment vous diffusez Alors, mes bouquins sont diffusés par Macassar, donc ils sont chez tous les libraires. Et sinon, pareil, chez moi, on peut les commander à mon adresse mail que j'ai donnée tout à l'heure pour ceux qui ont eu le temps de noter. Est-ce qu'ils ont eu le temps de noter? On va la redire pour clôturer. Allons-y. Oui. Doucement. Zebu5, donc Z-E-B-U, le chiffre 5, @wanadoo.fr. Voilà, merci. Ils mettent un petit mot et je leur explique tout et comment faire. Merci beaucoup. Avec plaisir.